C'est ça. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette invitation, en fait, pour venir discuter d'un enjeu qui me tient à cœur, la question de la démocratie, et plus précisément dans ce cas-là, la gouvernance démocratique et la mobilisation, qui est un enjeu de taille pour diverses organisations qui essaient de faire vivre une vie associative avec des membres qui sont impliqués. On va voir, en fait, que ce n'est pas toujours évident. Il y a plusieurs problèmes et obstacles. Mais aujourd'hui, on va essayer d'identifier en fait quels sont les différents obstacles, mais aussi quels sont les voies pour essayer d'améliorer la participation. Je vais essayer vraiment d'être en mode, il y a des problèmes, il y a des solutions qui existent. Cette activité, en fait, je l'ai abordée donc, au nom de l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger, qui est attaché à notre école d'innovation sociale, qui est un département universitaire à Saint-Paul, puis qui a une certaine vocation de former des jeunes et des moins jeunes, des professionnels, pour qu'ils puissent amener des formes d'innovation, de projets, des nouvelles approches, méthodes pour amener plus de participation, plus de démocratie, de projets pour améliorer les choses dans leur communauté. Et en bas aussi, vous avez une autre organisation avec laquelle je collabore qui s'appelle IDE, Institut pour la démocratie économique, qui a élaboré quelques-unes de ces idées également. Donc, je le fais à mon nom propre ici, au nom de l'atelier d'innovation sociale qui est là aujourd'hui, mais c'est des idées que je reprends aussi d'une autre organisation qui aussi partage ces différentes idées en forme de Creative Commons. Donc, c'est libre de droit, donc on peut les utiliser à différents endroits. Et puis, pour ne pas prendre trop de temps, je me présente aussi juste de façon très brève. Je suis professeur d'université. J'ai été formé dans le champ de la philosophie. Je suis philosophe, entre guillemets, de formation. Quoique être philosophe, c'est une définition large. N'importe qui, d'après moi, peut être philosophe dès qu'il réfléchit à comment on devrait vivre. Mais j'ai été formé dans cette discipline avec un volet plus appliqué aussi, donc de philosophie politique appliquée. Et je me suis spécialisé dans le champ de la démocratie participative dans le contexte de la démocratie municipale. Donc, comment développer des instances de participation citoyenne pour renforcer la démocratie. Et à travers ce département, cette école, puis mes implications associatives, militantes et autres, j'ai été beaucoup tenté de voir comment on peut transposer des principes démocratiques dans d'autres types de contextes. Donc, dans le cadre d'une entreprise, d'un OBNL, d'une coop, je n'ai pas vécu moi-même dans une coop d'habitation. Je connais des gens qui vivent dans des coops d'habitation qui me racontent des fois des histoires, mais vous avez davantage cette expérience concrète. Mais je vais essayer de transposer des critères assez généraux pour voir comment ça peut être applicable dans le contexte des coopératives et voir comment ça peut stimuler la mobilisation des membres. Donc, c'est juste ici à titre d'introduction pour me présenter. Donc, le plan de match pour aujourd'hui, les différents objectifs de cet atelier. D'une part, se familiariser avec les objectifs, définition, concept de la gouvernance démocratique. Donc, ici, j'utilise cette expression pour parler de gouvernance participative, de gouvernance collective aussi, qui n'est pas la gouvernance habituelle quand on parle de gouvernance. Donc, on va voir en fait quels sont les contrastes et les différences avec l'approche, on pourrait dire, prédominante qu'on trouve quand on parle de gouvernance. Je vais essayer dans un deuxième temps de présenter les différents piliers de la mobilisation, puis les problèmes aussi lorsqu'il y a un manque lorsqu'il n'y a pas vraiment de mobilisation puis de participation, voir c'est quoi qui bloque, c'est quoi les causes qui font en sorte que les gens ne participent pas assez. Puis aussi, quels sont les piliers pour avoir une bonne animation de rencontre, parce que c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, mais il faut quand même animer des instances. Si on ne les anime pas, elles vont s'animer toutes seules. Ça peut être bien si les gens ont une bonne culture démocratique, mais parfois, ça peut tourner en rond, pas être efficace. Et ça va faire fuir les gens, en fait. Puis ça peut être une des causes, lorsque les instances ne sont pas bien animées, vivantes, ça peut être avoir un effet repoussoir. Après ça, je vais aborder la question numéro 3. Ça va être la fin de ma présentation. Apprendre à stimuler la vie démocratique à travers différentes, ce que j'appelle instances intermédiaires. Donc, ce qu'on entend par là, puis je vais le présenter, c'est les instances qui ne sont pas juste le conseil d'administration et pas juste l'Assemblée générale. Entre les deux, souvent, on oublie, on dit, bon, il y a une Assemblée générale annuelle ou il y a X Assemblée générale, puis il y a le CA, mais des fois, on peut créer d'autres instances comme des comités, des cercles, des groupes de réflexion. Puis c'est ce qui permet, d'après moi, de faire vivre la démocratie aussi entre ces grands moments et instances. Donc, je vais vous présenter ça. Puis des modèles de prise de décision. Peut-être, il y a le modèle habituel qu'on connaît basé sur le vote, mais il y a d'autres modèles basés sur le consensus, le consentement, sur des mandats. Donc, je vais vous montrer en fait qu'il y a plusieurs formes qui existent. Puis après, dans un quatrième temps, là, ça va être plus le temps de l'échange. J'ai prévu une petite activité avec un outil en ligne pour vous, pour faire des rencontres en sous-groupe. Donc, si on est peu nombreux, peut-être on va rester en grand groupe. On pourrait diviser en deux sinon. Puis après ça, revenir en grand groupe pour
réfléchir à comment appliquer ces différentes idées que je vous ai dit dans la première partie, voir comment ça s'applique à votre contexte, puis en quoi ça pourrait être utile ou non. Donc, c'est un peu le plan de cette activité. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez des questions sur la formation? Ça va, Ça parfait. semble parfait. Parfait, super. Donc, on va essayer de faire tout ça aujourd'hui dans les moins de 2 prochaines heures. Donc, premier point, concept et définition de la gouvernance. Donc, si je commence avec une première question que je vous lance, qu'est-ce que ça évoque pour vous le terme de gouvernance? Je me sens entre guillemets. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait se lancer avec une tentative de définition, de dire pour vous, en une image ou quelques mots, qu'est-ce que ça dit qu'on parle de gouvernance? Puis juste, j'en profite. Maurice, je t'ai coupé ton micro. Hein? Alors, si tu dis quelque chose, il faut que tu rallumes ton micro. Moi, je dirais prise de décision. Prise de décision, parfait, c'est une composante qui est importante. Oui, donc ça, c'est une des choses. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres idées? Prise de décision. Planification. Planification, intéressant, oui. Philippe Guillaume, oui. C'est une autre composante, je pense, qui est importante. Romain, j'ai vu le micro. Ah, là, oui, Lauriane. Oui, moi, je dirais en fait, Des idées? Guider ou orienter. Guider, orienter. Très, très intéressant. C'est une des idées qui reviennent de gouvernance, c'est orienter, piloter, diriger l'organisation. Donc, on lui donne une direction. Oui. Parfait. Oui. Inclusion. Inclusion, intéressant. Donc, on va voir que ouais, c'est une autre composante qui se retrouve ici. Inclure quoi, qui, comment, mais c'est une des dimensions importantes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres idées? Je pense que vous avez quand même identifié beaucoup de composantes. Il y en a d'autres aussi, mais on va les voir ensemble. Parfait. Donc, on a dit guider, prise de décision, inclusion. Donc, ça va impliquer quand même des choses importantes dans une gouvernance. Il ne faut pas que ce soit juste une minorité de personnes. Il faut inclure peut-être un plus grand nombre de personnes. Ça va avoir un rôle à jouer. Ça va orienter l'organisation dans un certain sens. Et avant de rentrer trop dans le vif du détail, je vais arriver ici avec un terme parce que gouvernance, c'est un mot en fait qui revient dans plein de contextes différents. On parle de gouvernance d'entreprise, gouvernance territoriale, gouvernance du système de santé, bonne gouvernance. Puis parfois, ça peut devenir une forme de buzzword. Donc, c'est un terme repris à toutes les sauces, on pourrait dire. C'est un concept fourre-tout. Puis, grosso modo, ce que ça dit, ce terme-là, ça désigne comment une organisation ou un domaine d'activité est gouverné. Donc, ça, c'est général, mais dire comment c'est gouverné, comment c'est dirigé ou orienté, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et pour faire une distinction, dans la littérature, le mot gouvernance, dans les années 50, 60, 70, n'était pas très connu. C'est à partir des années 80, 90, 2000 que là, c'est comme devenu vraiment un concept à la mode, parce qu'on est passé d'une certaine notion de gouvernement. Donc, on disait, dans le fond, c'est quoi qui dirige? C'est le gouvernement qui donne des directives, des orientations, puis les citoyens, en quelque sorte, obéissent ou sont là pour élire un gouvernement qui va prendre des décisions. Et le concept de gouvernance est arrivé pour dire, en fait, peut-être qu'il faudrait qu'on sorte de cette vision très hiérarchique, verticale de la gouvernance pour aller vers quelque chose qui inclut une pluralité d'acteurs. Donc, l'idée d'inclusion ici, ce n'est pas juste les acteurs qui sont les dirigeants. Il faut que ça inclue d'autres types d'acteurs, que ce soit des usagers, consommateurs, citoyens, parties prenantes, des membres de façon large. Et c'est quelque chose qui est plus fluide, qui est plus malléable. Donc, c'est pourquoi aussi que la gouvernance est devenue un terme un peu flou. C'est parce que ça voulait dire, en fait, c'est comment une organisation implique différents membres et acteurs, comment ils se pilotent en quelque sorte et comment ça prend des différentes décisions ensemble. Donc, ça implique une forme de complexité plus grande que le modèle habituel qui était fondé sur des dirigeants, puis des gens ou des membres qui sont juste là pour soit obéir ou suivre les directives qui sont décidées par la tête. Donc, le terme de gouvernance, c'est un terme très large. Puis aujourd'hui, je vais amener une approche qui va un peu préciser ce qu'on entend par gouvernance démocratique, qui est une sous-catégorie de la gouvernance. Donc, c'est juste ici, on commence par le plus large, puis on fait l'effet d'entonnoir, puis on arrive vers le plus concret. Donc, qu'est-ce que la gouvernance, grosso modo? Ça correspond à différents espaces de pouvoir. C'est un terme qu'on n'entend pas souvent parler, mais c'est là qu'on va prendre des décisions. Donc, on va orienter, on va, par exemple, avoir des votes ou des décisions sur les budgets, sur des orientations stratégiques. Il y avait le terme qui avait été amené de planification. Ça peut impliquer ça aussi. Comment est-ce qu'on planifie dans la durée ce qu'on va faire? On va faire des plans d'action.
on va se visualiser à long terme où est-ce qu'on s'en va en tant qu'organisation. Et quand on parle d'espace de pouvoir, il faut se poser la question pour qui, en fait? Qui exerce le pouvoir et dans quel but, dans quel intérêt? Donc, par exemple, quand on a une coopérative d'habitation, habituellement, c'est les membres qui sont sur le conseil d'administration ou dans l'Assemblée générale qui vont prendre des décisions au nom de la coop d'habitation. Mais parfois aussi, il peut y avoir des membres qui vont privilégier leurs propres intérêts ou il peut y avoir différents enjeux. On peut décider de dire on va prendre des décisions pas juste pour les membres à l'interne, mais pour peut-être la communauté de façon plus large aussi. Donc, la question de qui exerce le pouvoir et pour qui, c'est une question générale. Pourquoi? Donc, c'est quoi la raison d'être et les différents objectifs dans la prise de décision qui est mise en place? Donc, quand on se pose la question de la gouvernance, pour quelles raisons on met ça en place et dans quel but, dans quelle finalité? Et ensuite, l'autre dimension qu'on a, c'est le comment. Comment est-ce qu'on va prendre des décisions ensemble? Quelles sont les structures? Les structures comme dans les règlements généraux. Quelles sont les instances qui ont du pouvoir? Dans quel ordre? Est-ce que telle instance a un pouvoir en fait, qui est décisionnel, consultatif? Et quels sont les processus à l'interne aussi, les différentes pratiques qui vont permettre d'exercer le pouvoir dans cette organisation? Donc, vous pouvez voir ici que c'est un concept qui est très large. Ça comprend des structures, des processus, des pratiques, des buts, puis on va se demander qui va exercer le pouvoir dans cette organisation. Pour ce qui est des coopératives d'habitation, la question est relativement claire parce que c'est habituellement les membres qui sont là puis qui peuvent prendre des décisions au nom du groupe. Dans des OBNL, dans des coopératives, ça va dépendre un peu de la composition. Dans les entreprises privées, ça dépend si c'est des petites entreprises, des grandes entreprises. C'est souvent les différents actionnaires qui ont du pouvoir. Puis après ça, le conseil d'administration va être là pour prendre des décisions au nom des actionnaires. Puis il va y avoir toute une chaîne qui va être mise en place dans la gouvernance d'entreprise. Donc ici, je fais des comparatifs parce que plein d'organisations ont des règles différentes pour se gouverner. Une chose aussi qu'on distingue parfois, puis là, c'est une distinction de base. D'un côté, la gouvernance, comme on a dit plus tôt, ça va souvent orienter, guider, ça va avoir des décisions stratégiques sur l'organisation et souvent, ça relève du conseil d'administration, des structures internes, des politiques internes, puis les différents mécanismes pour rendre des comptes, donc au nom des membres. Alors que ce qu'on appelle habituellement le champ de la gestion, c'est plus les opérations. Ça va impliquer des fois dans le cadre d'une entreprise, l'équipe de travail, des comités qui vont s'occuper de différentes tâches. Ça peut impliquer la gestion des ressources humaines, des sous-équipes de travail qui vont faire des projets. Mais il y a comme une distinction entre les deux. La gouvernance va être plutôt orientée vers la prise de décision stratégique, alors que la gestion va être au niveau de la prise de décision opérationnelle. Comment on va exécuter et concrétiser différents projets et activités. Puis, parfois, là, je fais la distinction, mais parfois, gouvernance inclut les deux en même temps, puis on parle de l'un et de l'autre. Donc, c'est pour ça que je vais juste faire la distinction. Et aujourd'hui, on va parler d'instances intermédiaires. Parfois, on va avoir des instances qui vont être pour la gouvernance de la coop dans son ensemble. Parfois, il y a des instances qui vont être là pour faire des projets extrêmement concrets. Donc, on se situe plus au niveau opérationnel. Donc, c'est juste une distinction de base que vous connaissez peut-être. Peut-être que je dis des choses que vous êtes familiers si vous êtes dans des organisations, vous êtes déjà DG ou autre chose, ou employé dans des OBNL et entreprises. Mais c'est juste pour qu'on s'entende bien sur les concepts. Est-ce que ça va jusqu'ici? Super, parfait. Donc, le modèle traditionnel de gouvernance. Qu'est-ce qu'on entend par là? La gouvernance est devenue, comme j'ai dit, populaire, le concept dans les années 80-90, beaucoup par la gouvernance d'entreprise, la corporate governance. Et les différents principes de cette gouvernance ont été beaucoup diffusés par l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE, qui a diffusé ces concepts-là en disant que c'est important qu'il y ait un droit et un traitement équitable des différents actionnaires, qu'on inclue un peu, qu'on prenne en compte l'intérêt des différentes parties prenantes, on les appelle les stakeholders en anglais. On va beaucoup mettre l'accent sur le rôle et les différentes responsabilités du conseil d'administration. Donc, ça va être vraiment centré plus sur le CA. On va dire que ça va être important d'avoir des gens qui sont compétents, des administrateurs indépendants, et on va faire un peu, comme vous avez peut-être vu aussi dans des organisations, différentes matrices de compétences. Puis on va parler de l'éthique des administrateurs pour éviter les situations de conflit d'intérêts, de corruption à éviter ou ainsi de suite. Puis on va mettre l'accent vraiment sur une certaine intégrité et des comportements éthiques des gens qui gèrent une organisation. Puis ensuite, on ne va pas parler tant de participation des membres, mais plutôt de transparence, c'est-à-dire on va rendre officiels les différents documents, on va les rendre publics et visibles pour les membres ou pour les actionnaires, on va dire de rendre des comptes.
Puis on ne va pas être vraiment dans l'univers de la démocratie ou de l'autogestion. Ça va plutôt être d'être des bons gestionnaires responsables qui sont capables de rendre des comptes, qui assurent une bonne administration de la chose. Donc ça, c'est le modèle de base centré sur les différentes pratiques des administrateurs. Puis ce modèle-là, il vient du champ de l'entreprise privée, mais ça s'est diffusé à différents modèles aussi. Vous l'avez peut-être rencontré dans des organismes communautaires, ça se diffuse dans les sociétés d'État, les organisations publiques, puis il y a plusieurs principes dans ça qui sont évidemment utiles pour gérer un OBNL ou pour une coop d'habitation. Mais ça, c'est vraiment le modèle de base. Puis là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un modèle qui se distingue ou qui est un peu différent de ce modèle habituel qui est rencontré. Donc, qui gouverne dans ce cadre-là? Là, je prends un peu le cadre, pas d'une coop d'habitation, mais d'une entreprise normale. Le CA est un peu au cœur. Le CA lui-même est sous la supervision soit de ses membres ou soit d'actionnaires dans le cadre d'une entreprise privée, une société par action. Puis là, le CA va avoir en quelque sorte un pouvoir vis-à-vis des employés, les fournisseurs, les partenaires, les clientèles, les bailleurs de fonds et investisseurs, puis il va y avoir des liens de ce côté-là. Donc, c'est juste un peu pour mettre un petit schéma visuel sur ça. Et maintenant, je vais vous montrer le modèle de la gouvernance démocratique. Vous allez voir qu'il y a une orientation, une histoire qui est différente. Donc, le modèle de la gouvernance démocratique est plutôt originaire de l'économie sociale et solidaire, donc le mouvement coopératif. Ça va prendre le milieu communautaire aussi également, basé en fait sur des pratiques puis aussi des courants qu'on appelle autogestion, c'est-à-dire on se gère par nous-mêmes, on prend nos propres décisions de façon autonome. La différence aussi, c'est que le principe de base, ça va être la primauté ou l'implication, l'engagement des parties prenantes impliquées dans l'organisation des membres. Ça va être le pouvoir des membres. Donc, on va dire une forme de démocratie interne. Le démos, c'est le peuple, mais dans le cas d'une organisation, le peuple, par exemple, la coop, c'est les membres qui habitent ou qui travaillent dans la coopérative. Donc, c'est l'idée vraiment que c'est les membres ou les différentes parties prenantes directement touchées qui vont exercer le pouvoir. Donc, au lieu de parler d'actionnaires comme dans l'autre modèle habituel, on va parler des différentes parties prenantes ou des membres qui doivent être traités de façon équitable. Il y a ensuite, le but, ça ne va pas être, disons, de maximiser les profits, ça va être plutôt d'accomplir la mission de cette organisation, qui va être vraiment la finalité première. Dans le cadre de l'économie sociale, c'est avec la viabilité financière qui va être le cœur, pas des rendements maximaux ou des profits qu'on va chercher à accumuler. On va mettre beaucoup l'accent sur l'idée de la représentativité du conseil d'administration. Puis ça a été évoqué plutôt aussi la question de l'inclusion. On veut s'assurer que, certes, il y a de l'expertise sur le CA pour faire différentes tâches, mais ça va être important encore plus d'être vraiment représentatif de ce qui se passe au sein du groupe de cette organisation. Puis, ça va être encore plus important de non seulement prendre en compte les intérêts des membres, mais vraiment de les inclure puis de les mobiliser pour qu'ils soient partie prenante, qu'ils soient activement impliqués dans la prise de décision. On pourrait dire, en fait, c'est un modèle plus basé sur pas la démocratie représentative, mais la démocratie participative. Donc, on veut quand même qu'il y ait un espace pour que les gens s'y impliquent. Puis, on veut beaucoup valoriser, certes, des expertises, mais pas juste l'expertise individuelle, mais vraiment, en quelque sorte, l'intelligence collective du groupe dans son ensemble, pour inclure différents points de vue autour de la table pour prendre des bonnes décisions qui vont être bénéfiques pour l'organisation dans son ensemble. Et ultimement, dans les cas, ce n'est pas dans tous les cas de toutes les coopératives et de toutes ces organisations qui se veulent démocratiques, il y a parfois même un certain idéal, un projet de société implicite qu'on va dire, bien, nous, en étant démocratique, on est comme un peu le germe d'une société qui pourrait être plus démocratique à la fois. On peut s'exercer en tant que citoyen, citoyenne dans notre organisation. C'est comme une forme de microcosme d'une future société qui sera encore plus démocratique, participative et active dans son ensemble. Donc ici, vous pouvez voir que la philosophie est légèrement différente de l'autre que je vous ai présenté. Ça veut pas dire que l'un est entièrement mauvais ou l'autre entièrement bon. Il y a des difficultés, des enjeux avec les deux. Mais aujourd'hui, je vais plus m'orienter vers le modèle de gouvernance démocratique puis montrer comment on peut faire fonctionner ce modèle, c'est quoi les défis et les problèmes qui sont liés à ça. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que ça sonne clair à vos yeux? Oui, un petit pouce levé, parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, dans ce cas-là, qui gouverne? Il va y avoir souvent un conseil d'administration encore, mais ça va être vraiment le pouvoir des différentes parties prenantes. Puis là, ça dépend. Si dans une coopérative d'habitation, les parties prenantes principales, c'est les membres qui habitent dans la coop, ça va être ça. Mais parfois aussi, il y a d'autres parties prenantes qui sont des partenaires. Ça peut être des voisins, des fournisseurs ou ainsi de suite. Puis on va voir comment on peut les inclure ou non. Parfois sur le CA ou sinon dans d'autres instances. Donc, on peut dire, bien, si on ne veut pas avoir les fournisseurs ou les voisins qui habitent autour de la coop
si on ne veut pas les mettre sur le CA, on va peut-être créer un comité partenaire de bon voisinage ou autre chose pour dire hey, on peut quand même avoir des espaces pour inclure d'autres gens qui sont en interaction avec notre organisation. Donc, ça, c'est pour vous montrer un peu l'exemple général ici. Enfin, pour finir avec ce bout-là, c'est quoi la gouvernance démocratique? Je reprends ici un schéma qui est amené par le TIES, qui est comme une organisation de transfert de connaissances, qui dit dans les modèles de gouvernance démocratique, on peut faire comme une ligne, je vais vous montrer, avec des approches qui sont plus centrées sur le conseil d'administration, puis une approche qui est plus centrée sur les membres. Donc, d'un côté, il y a des approches qui sont vraiment centrées sur le rôle des administrateurs, comme je l'ai dit plus tôt, qui sont experts ou ils ont des capacités parce que c'est des comptables, des gestionnaires, des gens qui ont plus d'habitude de CA, d'un côté, ou qui vont bien représenter les membres, puis de l'autre côté, avoir un modèle qui est plus participatif. Donc, si je vous montre ici cet exemple ici, ça a l'air d'un schéma un peu aride. À gauche, complètement, c'est un modèle, on pourrait dire, plus hiérarchique, c'est-à-dire vertical, où il y a vraiment le primat du conseil d'administration, plus centré sur vraiment les différents administrateurs d'un côté qui vont prendre des décisions au nom du groupe. Donc, on va agir pour le groupe, mais pas avec le groupe. Ça ne sera pas un pouvoir des membres, mais pour les membres. Après ça, il y a l'idée d'un conseil d'administration qui représente bien l'Assemblée générale, puis qui va exercer en quelque sorte le pouvoir au nom de l'Assemblée générale et des membres, donc dans un modèle de démocratie représentative. Puis ici, c'est peut-être très, très petit. Je vais pouvoir vous envoyer la diapositive après. Mais c'est ça. Puis ensuite, à droite, quand on se dirige vers un modèle qui est plus horizontal, entre guillemets, et plus démocratique, là, on va dire on va faire participer les membres. Et même à la limite, on ne va pas juste être uniquement concentré sur les membres, mais on va viser la démocratisation de la société dans son ensemble ou de l'économie. Puis on va même pouvoir inclure des gens qui ne sont pas directement membres de notre organisation, mais pour avoir d'autres gens, puis essayer de créer des liens avec d'autres coops ailleurs, par exemple. Donc, c'est vraiment ici un continuum. Puis peut-être que votre propre organisation dans laquelle vous êtes, vous pourrez la mettre à un endroit ou à un autre. Puis ça se peut que dans sa vie, l'organisation devienne un peu plus démocratique ou un peu moins, ou on peut la faire bouger d'un côté à l'autre. Et chaque approche va avoir ses particularités. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça? Ça a l'air peut-être aride. Je suis vraiment dans la généralité ici. Autre élément, avant qu'on passe à vos enjeux, comment est-ce qu'on fait participer les gens? C'est que dans le modèle de gouvernance démocratique, il y a deux grandes dimensions que moi je distingue et que j'enseigne à mes étudiants aussi, c'est de dire on doit penser aux structures démocratiques. Ça, c'est important. Ça inclut vraiment comment est-ce que le pouvoir est réparti dans l'organisation. Donc, en fonction des règlements généraux, souvent, il y a comme les statuts règlements, c'est comme la petite constitution de notre coop ou de notre OBNL. Il va y avoir des relations de contrôle, d'autorité, de supervision. C'est souvent centré, en fait, il va y avoir l'AG qui va avoir du pouvoir, le CA, des comités qui vont avoir un pouvoir consultatif à différents endroits. Puis il va y avoir différents mécanismes de sélection des membres du CA, entre autres, que ce soit par la nomination, l'élection, ou dans des cas plus rares, le tirage au sort. Donc, c'est un truc un peu ancien qui vient de la démocratie athénienne et qui revient de plus en plus. Il y a du tirage au sort qui peut exister. Et l'élection sans candidat, puis je vais peut-être pouvoir en glisser un mot plus tard, mais c'est une autre approche qui existe aussi. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des structures démocratiques. Mais même si on a des belles structures démocratiques, ça se peut que la vie interne ne soit pas très, très dynamique. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait différentes pratiques dans l'organisation. Donc, là, à ce niveau-là, on a beaucoup d'éléments qui touchent la gouvernance, mais qui renvoient à un code éthique, des protocoles de prise de décision, des politiques de ressources humaines parfois aussi lorsqu'on est dans une entreprise, des politiques d'inclusion de diversité. Donc, si on veut être inclusif, c'est dans des pratiques. Des fois, on se donne des règles à l'interne pour s'assurer que ce soit vraiment inclusif. Puis, on se donne différents trucs, mécanismes, instances pour vraiment favoriser la mobilisation et l'implication des membres aussi. Donc, vous pouvez voir que généralement, quand on parle de gouvernance, les gens se limitent au premier niveau en haut, des grandes structures, mais au-delà de ça, il y a aussi toutes des composantes. Puis on va plus être centré sur ce qui se passe en bas ici, sur comment faire vivre la démocratie à l'interne. Donc là, vraiment, ça, c'est pour les grandes dimensions de la gouvernance démocratique. Donc, je ne sais pas si c'est familier à vos oreilles. Peut-être que je ne vous apprends pas beaucoup de choses. Peut-être oui, ça vous rafraîchit la mémoire, mais c'est vraiment les grandes lignes ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Première partie. Jonathan, tu parles juste de protocole de prise de décision. Est-ce que tu as des exemples ou c'est quelque chose
Ouais. qui serait nouveau pour moi, puis je pense qu'il serait très intéressant. Oui, je vais en discuter un peu dans l'autre partie, mais ça va être par exemple, des fois, c'est juste des règles. Puis des fois, c'est implicite parce qu'on ne le met pas dans les règles. On dit par exemple, on vote. Mais il y a un protocole de vote, c'est-à-dire les gens font des propositions, il y a des amendements où on arrive, puis on arrive, OK, on vote, vote majoritaire, c'est un protocole de prise de décision. Parfois, c'est écrit noir sur blanc, parfois, ça fait juste partie, on pourrait dire, des mœurs ou des habitudes de l'organisation. Mais des fois, il y a d'autres méthodes de prise de décision qui sont basées sur le consentement, sur le consensus. Puis là, je vais amener ces nuances-là puis vous montrer qu'il y a des avantages, des inconvénients. Puis ça, c'est d'autres façons de prendre des décisions où il n'y a pas de vote, par exemple. Hey, comment on peut décider quand il n'y a pas de vote? Puis des fois, ça marche très bien dans certains contextes, mais dans d'autres types d'instances, là, c'est peut-être pas recommandé tout à fait. Donc, je vais vous donner différents exemples par la suite. Merci. Parfait. Super, ça a l'air d'aller pour l'instant. Donc, l'art de la mobilisation et de l'animation. Donc là, on va être rendu. Un des principaux problèmes, puis en fait, la force de la démocratie, de la gouvernance démocratique, c'est que c'est basé sur la mobilisation, mais évidemment, ça ne vient pas toujours tout seul. La mobilisation, vous êtes confrontés, ce n'est pas tout le monde qui va participer également. Ce n'est pas obligé que ce soit tous les membres qui participent à un niveau d'égale intensité, mais parfois, ça va être un enjeu que si on n'a pas assez de mobilisation, ben, on a beau avoir des belles structures démocratiques, on a beau avoir cet idéal, peut-être que ça ne pourra pas fonctionner tout à fait. On va devoir ajuster nos attentes à la baisse, trouver des moyens pour surmonter les différents obstacles de la mobilisation. Donc là, vraiment, je vais me concentrer sur ça pour ne pas avoir une vision trop idéaliste, trop utopique de la gouvernance démocratique. Il y a quand même des enjeux de taille qui sont liés à ça. Donc, un des enjeux, un des problèmes qu'on trouve de déficit de participation. Donc, les symptômes, en quelque sorte, ou les signes qu'en fait, il n'y a pas de participation, c'est souvent la faible participation dans différentes instances, dans des rencontres, des formations, réunions, assemblées ou lors des rencontres du CA et ainsi de suite. Il y a le manque d'intérêt que peut-être les membres peuvent avoir. Pourquoi tu ne participes pas? Ben, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, il y a aussi parfois une certaine ignorance des enjeux de l'organisation. Les gens ne savent pas trop ce qui se passe. C'est quoi les débats? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des choses qui sont d'intérêt pour le groupe? Des fois, les gens, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, mais ils ne savent tout juste pas ce qui se passe vraiment dans les coulisses, en fait, de l'organisation. Le désengagement, on peut appeler la démobilisation. Des fois, il y a des gens qui sont très engagés pendant un bout de temps, ils sont hyper actifs, puis après ça, ils se désengagent ou ils se démobilisent. Des fois par épuisement professionnel, parfois à cause de conflits, parfois parce qu'ils ont d'autres projets dans la vie. Ensuite, il y a l'indifférence, qui est un peu un synonyme. Là, je prends des synonymes différents. Se dire, ben, moi, je m'en fous. Bon, je suis dans une coop d'habitation, je suis dans une OBNL, je suis client de ci, de Desjardins, mais la démocratie interne, je m'en fous. T'sais. Puis si on dit, OK, en soi, ce n'est pas tant un problème. Les gens peuvent s'en foutre, mais si tout le monde s'en fout, évidemment, vous allez voir que c'est souvent les mêmes qui vont prendre des décisions, que ça ne sera pas extrêmement démocratique. Donc, ça, c'est des signes de choses qui ne fonctionnent pas vraiment. Et là, quelles sont les causes potentielles de ça? Puis là, il y en a plusieurs. Parfois, il y a un simple manque d'informations qui circulent mal sur les activités de l'organisation. Donc, s'il n'y a pas d'infolettre, s'il n'y a pas d'affichage des fois public ou imprimé, s'il n'y a rien sur les médias sociaux, mais les gens ne savent pas ce qui se passe, fait qu'ils ne vont pas s'intéresser et ils ne seront pas impliqués. Il y a parfois même une incompréhension de la structure de l'organisation. Parfois, quand la structure est trop opaque, ça dépend quoi d'habitation, la vôtre et tout, mais des fois, il y a des organisations très complexes. Les gens, ils voudraient participer, mais ils ne savent pas par où commencer parce qu'ils ne connaissent pas comment ça fonctionne, c'est quoi les instances, les comités. Puis, encore une fois, l'information est difficile à trouver. Donc, ça, des fois, c'est avoir un guide du membre, une nouvelle personne qui devient adhérent, il explique c'est quoi les espaces ou comment on peut s'impliquer. Voici l'organigramme de l'organisation. Parfois, c'est beaucoup trop complexe. Parfois, c'est juste qu'il y a un manque d'information. Autre dimension aussi que moi, j'ai observé à quelques reprises et que je l'ai vécu, j'en ai même contribué, c'est l'approche du rubber stamping, en fait, de juste appuyer des décisions qui sont déjà prises d'avance. Donc, le CA arrive devant l'Assemblée générale, voici les différentes décisions qui ont été prises par les comités, voici les trucs qui ont été faits. Maintenant, est-ce que vous approuvez ça? Oui, non, pac, pang, pang. Puis là, les gens me disent, OK, parfait, mais moi, je suis là pourquoi? Pour approuver quelque chose qui a été décidé d'avance. Puis, il y a aussi parfois une certaine lourdeur des assemblées générales aussi. Donc, les assemblées générales, peut-être que des fois, ça peut être très dynamique. Il y a des façons de les rendre plus interactives. Mais parfois, les gens disent, bien, leur seule expérience de la démocratie, c'est leur assemblée générale. Puis quand l'assemblée générale est lourde ou est bureaucratique, ça ne les intéresse pas. Il y a des trucs administratifs qu'il faut faire, mais ça les désengage par la suite. Puis, c'est la même chose quand il y a des instances qui sont peu dynamiques ou inexistantes. Quand il n'y a pas d'incitatif à la participation,
parfois par manque de temps, parce que les gens sont juste occupés, parce qu'ils ont des enfants, ils ont de la famille, ils ont des projets autres et Y. Contraintes financières aussi parfois, qui font en sorte que là, c'est peut-être moins le cas dans des coops d'habitation, mais parfois par contrainte financière, on doit plus travailler ou on ne peut pas se déplacer ou autre chose. Ça fait en sorte que c'est difficile. Donc, vous pouvez voir ici, on pourrait en trouver d'autres. Puis je ne sais pas si vous en avez de votre côté des causes potentielles de manque de participation dans vos groupes et organisations. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des choses qui font en sorte que les gens ne participent pas vraiment. Oui. 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 C'est difficile, nous, on a une situation où il y a deux conceptions différentes d'une coopérative. Et je pense qu'une façon de faire les choses, les gens décrochent plus la manière traditionnelle de fonctionner. Ah, c'est intéressant. Donc, une différence au niveau des visions de ce que c'est une coop, de son rôle, puis comment on la gère, en gros. Oui, et des objectifs aussi. OK. Par exemple, si le prix devient le seul objectif, le prix du loyer, c'est à cause des dynamiques où il n'y a pas de participation régionale et tout ça, les gens ont de la misère à faire le lien. En même temps, il y a des façons de faire les choses qui coûtent moins cher. C'est que ça, OK. je ne sais pas comment concilier les deux. OK. On peut peut-être revenir sur ça. Mais ça, c'est intéressant aussi. Si les gens se voient comme utilisateurs avant tout, ou des gens pour habiter avec le prix du loyer, mais ils ne se voient pas comme des participants à une communauté, ça va avoir une influence sur comment est-ce qu'ils vont voir leur rôle au sein de cette organisation-là aussi, puis c'est quoi leur objectif, puis s'ils voient des incitatifs. Ou si leur but, c'est que le prix soit le plus bas possible, ils vont se mobiliser peut-être pour ça, puis dans d'autres circonstances, ils ne vont pas s'impliquer dans d'autres instances. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ouais. Oui, une main levée ici de Philippe. Oui. Moi, je dirais la mixité entre l'intérêt, les compétences et les opportunités d'action dans une coopérative. Là. Okay. Si on demande à des membres de faire du ménage, c'est une tâche, c'est une corvée, c'est pénible, puis on ne peut pas s'attendre, sauf exception, à ce qu'il y ait beaucoup d'intérêt à le faire. Oui. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt, ben, il y a souvent une perte de mobilisation importante. Oui. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est quoi les tâches à faire, les compétences, puis les champs d'expertise, puis c'est quoi que j'ai envie de faire, puis j'ai envie de contribuer à des choses, puis il y a des tâches peut-être moins inspirantes que d'autres, puis ça peut avoir un impact. Oui, très intéressant. Merci. Il y a Romain. Oui. Oui, ce que j'ai vu, moi, c'était parfois le besoin, après 25-30 ans, de redéfinir le pourquoi, qu'est-ce qu'on veut dans notre coopérative, même si les gens savent ce que c'est, comprennent bien les enjeux, mais de redéfinir après un certain temps où est-ce qu'on veut aller. On a fini de payer notre hypothèque, puis les membres, ben, ils sont comme ils viennent de topper un petit peu, si on veut, une première étape de leur coopérative. On a vu une coopérative faire une sorte de planification stratégique, là, tu sais, rediscuter un petit peu de ce qu'on veut dans notre coopérative pour les 10, 15, 20 prochaines années. Là. Donc, intéressant. Oui. C'est quelque chose qu'on a vu aussi. Super. Je vais revenir un peu sur ça. Il y a des différentes activités et instances qui sont faites pour ça, pour favoriser, comme c'est ça, la planification stratégique, la visualisation dans le futur. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi notre raison d'être en tant que groupe, comme communauté? Puis c'est vrai que dans d'autres instances, des fois, c'est plus administratif. Mais il faut s'occuper du budget ou il faut prendre des décisions par rapport à tel aspect. Puis ça peut avoir des effets sur la mobilisation. Certaines personnes se sentent interpellées par un aspect, d'autres moins. Mais c'est bien d'avoir cet aspect-là, entre autres. Ce n'est pas un truc qui est uniquement administratif. Même si ça comprend une part de la vie de l'organisation, c'est qu'elle soit administrée correctement, mais c'est plus que ça aussi. Il y a Estelle, oui, qui a levé la main.
Et je voudrais juste compléter sur ce que dit Romain. Je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est drôle comme on peut comparer comme dans d'autres, par exemple, coopératives. Par exemple, moi, je prends l'exemple du Rakabissi, que notre mission, elle est tellement large. Il y a plusieurs informations dans notre mission, nos objectifs aussi. Donc, on dirait qu'on a un champ d'action tellement large, qui nous donne beaucoup de choses à faire. Donc, justement, ça nous pousse. Mais dans les coopératives d'habitation, on dirait que la mission, c'est offrir du logement abordable. Pof, on s'arrête là, tu vois. Et donc, en fait, peut-être ça vaudrait le coup justement de questionner un petit peu plus sur, oui, mais là, vous êtes un groupe. Puis aussi, peut-être la différence, c'est qu'il y a beaucoup de changements. Donc, une personne qui arrive avec une nouvelle dynamique peut complètement, je dirais pas, chambouler dans le bon sens aussi, là, justement, ouais. C'est intéressant, oui. Puis on aurait pu ajouter dans ça aussi avec les gens, le renouvellement aussi. Des fois, il y a juste des conflits aussi de personnalité, parfois dans une organisation, dans une coop ou dans un lieu de travail. Puis ça peut avoir des effets aussi sur la mobilisation quand il y a des conflits présents souvent récurrents. C'est presque inévitable qu'il y ait des conflits, ça dépend comment on les gère, mais puis après ça, c'est quoi la mission aussi? La mission est très large ou est très, très refermée. Donc, c'est ça. C'est un peu comment est-ce qu'on comprend notre rôle de nous-mêmes comme individus dans un groupe, puis comment le groupe se voit lui-même, en fait. Donc, très intéressant. Il y a Philippe, oui, qui a relevé la main. Est-ce que je suis en train de faire le fil de mon idée? Ça va me revenir. Je vais baisser la main. On a le temps encore. Vous allez voir, il y a des liens aussi qui vont être faits. Donc, je vais continuer un peu ici, mais avec des pistes de remède à la base, puis on va arriver plus loin. S'il y a un manque de circulation de l'information, évidemment, c'est d'avoir plus d'informations puis que les gens soient plus au courant de ce qui se passe. Quand il y a un manque de clarté au niveau de la structure, c'est quoi ça plus clair? Ou un manque de clarté au niveau de la vision. Des fois, on est dans une organisation, puis là, comme ça a été dit par Maurice, on la voit comme une entité qui nous sert des services, puis dans l'autre, on voit ça comme un projet collectif dans lequel on peut contribuer, participer. Donc, le fait de rappeler à tout le monde c'est quoi la vision, des fois, c'est des exercices un peu continus quand il y a une nouvelle personne qu'on se remémore ou qu'on se rappelle à nous-mêmes. C'est quoi notre rôle, en fait? C'est quoi notre finalité, notre mission? Et après ça, comment est-ce qu'on fait fonctionner les instances démocratiques si elles sont lourdes, s'il y a des conflits, si c'est ennuyant et tout, c'est comment on peut bien les rendre dynamiques et vivantes. Donc, il y a toutes ces idées, puis il y a des niveaux différents. Puis aujourd'hui, je ne pourrais pas approfondir sur tout. Je vais vous donner des pistes ici d'action, mais après, j'aimerais voir en fait ce que vous, de votre côté, vous pouvez mobiliser comme outil ou en inventer d'autres pour agir en fait sur les causes de vos enjeux démocratiques. Donc, toutes les organisations ont des petits problèmes ou des grands problèmes démocratiques. Des fois, c'est essayer d'identifier la cause puis de trouver la solution qui va répondre à un enjeu. Parfois, un enjeu qui est sous-jacent, puis parfois qui vont pouvoir répondre à différents problèmes aussi à la fois. Donc, il faut juste avoir conscience qu'il y a des problèmes dans la démocratie. Il faut être capable de les identifier puis pouvoir agir dessus par la suite. Un des éléments qui est difficile à agir, mais qui est extrêmement important, et je fais un peu des travaux de recherche sur cette question-là actuellement, c'est la question des vertus démocratiques. Qu'est-ce qu'on entend par vertu? C'est des dispositions à agir, penser, ressentir de manière appropriée qui nous permettent d'agir bien en fonction des circonstances. Donc, par exemple, la capacité à se relier au monde, aux autres et à soi-même pour pouvoir s'épanouir comme individu et comme groupe, en gros. Par exemple, dans une situation de danger, le courage et la capacité à avoir un niveau de confiance pour pouvoir affronter des risques ou des difficultés. Mais si on a une forme d'excès de confiance, on peut être téméraire et là, ça devient dangereux pour nous-mêmes ou pour les autres. Et un manque de courage, ça serait un peu qu'on considère comme étant la lâcheté, c'est-à-dire je vais reculer, je vais éviter le conflit et je vais faire autre chose à la place. Puis on peut parler de vertus de honnêteté, de bienveillance, de transparence, d'entraide, de solidarité. Et ça va être des composantes, on pourrait dire, psychologiques et relationnelles. C'est comment on est capable d'interagir entre êtres humains. Puis ça, ces différentes dispositions, elles ne viennent pas de nulle part, elles ne sont pas innées, elles sont acquises par différents exercices, par habitude, par la pratique, par nos contextes d'interaction. Aristote, qui est un philosophe de l'Antiquité, il disait, pour être courageux, en fait, comment on fait pour devenir courageux? C'est en faisant des actions courageuses. Comment est-ce qu'on apprend à se modérer en étant capable de faire des actions
modéré, tempéré, puis on peut progressivement devenir quelqu'un de modéré. Dans la gestion, par exemple, de la consommation d'alcool, de plaisir, sexe et autre chose. Mais là, c'est un exemple ici. Donc, c'est quelque chose qui peut s'acquérir et qui se cristallise sous forme de traits de caractère. Donc, ça va être une propension à agir d'une certaine façon. Puis, ça va être différentes habilités, justement, qui vont nous permettre d'agir dans des contextes. Puis, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que pour bien faire fonctionner la démocratie, il faut qu'on développe en quelque sorte des compétences démocratiques, des habilités, des capacités éthiques, morales, relationnelles pour être capable d'interagir entre nous. Et dans ça, des exemples de vertus démocratiques, je vais aller vite sur ça, mais il y a la question de l'engagement. Donc, se sentir interpellé, concerné par ce qui se passe dans mon milieu de vie, dans mon milieu de travail ou autre. Puis, un manque d'engagement, ça va être l'indifférence. Puis peut-être une forme d'excès d'engagement. Parfois, quand ça va dans l'autre côté, ça peut devenir une forme de sectarisme. Là, je vais devenir tellement fanatique que je vais un peu me refermer sur mon groupe, en fait. Donc, vous pouvez voir que la vertu, c'est aussi une question d'équilibre et de juste dosage. L'autre vertu démocratique qu'on manque souvent, puis qui est vraiment une habilité qu'il faut développer, c'est la question de savoir écouter. Donc, l'écoute, quand on veut délibérer ensemble, souvent on veut prendre la parole puis il faut être capable de s'affirmer. Ça, c'est une propension qui est bonne aussi. Mais quand on est juste dans l'affirmation de soi, puis on n'est pas capable d'écouter activement ce qui se passe, mais là, ça peut se transformer sous forme de dogmatisme. On est complètement refermé sur des nouvelles idées. Et quand peut-être on est trop dans l'écoute, puis là, on est dit que toutes les idées sont bonnes, on tombe dans une forme de candeur et de relativisme. Donc, ça, c'est un autre extrême aussi. Puis là, je vais aller vite sur ça, mais il y a la question de la redevabilité, être responsable de ce qui se passe, de rendre des comptes. Quand on n'est plus redevable devant un groupe, mais on peut devenir autoritaire. Donc, on veut prendre des décisions à la place du groupe, puis on va dire on va par là, puis je ne vais pas écouter les gens. Puis peut-être dans une redevabilité extrême, là je dis ici transparence extrême, c'est qu'on va tout dévoiler, tout dire. Puis des fois, c'est bon de peut-être garder certains moments, certaines décisions qui n'ont pas obligé d'être mises au grand jour non plus. Ensuite, il y a la question de l'inclusion, l'intelligence collective, la créativité. Ça a l'air un peu étrange, mais souvent, la vie démocratique est un peu inerte. C'est un peu des routines, ce n'est pas très créatif. On fait juste prendre des codes. Puis ça devient un peu en quelque sorte sclérosé. Donc, c'est un peu des pratiques démocratiques. Tu ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça a toujours fonctionné comme ça. Puis quand des nouvelles personnes arrivent, ils disent ben, OK, c'est comme ça. Parfois, il faut être capable d'avoir un peu de capacité d'adaptation face à des nouveaux enjeux, quand notre environnement change, quand la composition de notre coopérative ou de notre milieu de travail change. Puis une forme d'excès de créativité, ce serait peut-être l'éparpillement, le fait d'aller à gauche et à droite, de changer constamment, mais de ne pas avoir quelque chose qui est capable d'être stable puis d'être viable dans la durée aussi. Donc, vous pouvez voir que je vais juste exposer ici la question des différentes vertus. Puis les vertus, quand c'est partagé par un groupe, ça se transforme sous forme de culture démocratique. Donc, une culture démocratique, c'est en quelque sorte un ensemble de vertus et de valeurs partagées qui permettent à un groupe d'avoir des bonnes habiletés qui vont lui permettre d'interagir de façon démocratique, en gros. Puis ça, ce qu'on voit souvent, des fois, dans des groupes, pourquoi il y a un manque de démocratie, c'est parce qu'il y a une faible culture démocratique, puis c'est une boucle de rétroaction. Quand il y a une faible culture démocratique, ça ne l'incite pas à être plus participatif et inversement. Donc ça, c'est pour dire que c'est bon d'avoir ça. Et pour développer ça, il nous faut des processus démocratiques, des techniques d'animation. Il faut qu'on se parle de notre vie démocratique. Puis ça, c'est difficile un peu de se dire. Il faut comme avoir un niveau mérita. Puis des fois, c'est après une rencontre, on va se dire, est-ce que la rencontre a bien été? Ah, peut-être ça, je ne me suis pas senti écouté. Ah, je pense qu'on a été trop vite sur ce point-là. Ah, je pense qu'on devrait plus prendre de temps pour prendre des décisions par rapport à tel enjeu parce qu'il faut qu'on se pose des questions sur comment est-ce qu'on interagit et on prend des décisions ensemble. Si on ne le fait pas, c'est qu'on prend pour acquis comment on fonctionne comme groupe. Puis parfois, ça peut amener à différents problèmes à ne pas se remettre en question sur comment est-ce qu'on interagit de façon démocratique ou non. Donc, c'est pour vous dire ici, c'est comme une piste que je lance. Puis peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous voulez approfondir par la suite, mais je dis que souvent quand on parle de gouvernance, on ne parle pas vraiment de ça directement. On va parler d'intégrité, on va parler de respecter des codes d'éthique, mais ça va être souvent comme respecter des règles. On ne sera pas dans comment bien agir de façon démocratique. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce point-là? Ici. Ça semble aller. Parfait. Donc, quand on a ces différentes... Ah oui, il faut y aller, oui.
Super. Est-ce qu'on va voir un petit peu plus tard comment partir ou comment développer concrètement, comment démarrer les vertus démocratiques? Un peu. Je passe vite sur ça, mais je vais essayer d'y revenir. Puis vous allez voir par la suite, parce que ça peut venir avec l'autre composante. Ouais. OK. Puis les vertus vont être développées avec ce que j'appelle en fait des incitatifs de la participation, des piliers ou des différents facteurs qui vont motiver le fait que les gens vont vouloir agir, se mobiliser, participer. Puis j'ai repris ça en fait d'une... c'est moi et ma collègue de l'idée qui avait développé ça à partir d'une petite formation du HUM. Il disait qu'il y a 4 grands critères qu'il faut prendre en considération pour rendre nos instances vivantes. Le critère du pouvoir, de l'appartenance, de la liberté, puis du plaisir qu'on peut avoir. Donc, le pouvoir, ça va être la dimension de sentir qu'on est capable d'influencer les décisions qui sont prises. Quand les gens sentent qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils disent « à quoi bon, c'est déjà décidé d'avance. Je suis peut-être là pour m'informer, mais je sens que mon temps investi dans la réunion ou je vais dans une consultation publique de la ville, je sais que c'est décidé d'avance. Si les gens sentent qu'ils n'ont pas de pouvoir sur les décisions, que ça n'aura pas d'impact, ça va les démotiver par la suite. L'autre élément sur lequel il faut jouer, c'est le sentiment d'appartenance. Le fait de se sentir partie d'un groupe ou d'une communauté ou d'une organisation qui est plus grand que nous, puis d'être fier de ce qu'on est capable d'accomplir comme groupe. Et l'inverse, si on ne se sent pas partie prenante, on va être désengagé, on va se sentir comme un individu, puis on va voir ça comme une organisation ou leur organisation et pas la mienne, en fait. Donc, c'est ce sentiment-là que le sentiment d'appartenance qui peut se transformer en forme de vertu. En termes de la vertu, ce serait peut-être à l'échelle d'une ville ou d'un État, on va parler de patriotisme, le sentiment d'appartenance, de fierté. Dans le cas d'une coop, c'est peut-être autre chose, mais on va s'en sentir en quelque sorte un citoyen de notre coop, en fait. L'autre dimension qui est importante, c'est la liberté. De se sentir libre parmi un groupe, c'est la capacité de pouvoir s'exprimer sans avoir trop peur d'être jugé ou d'être invalidé dans nos critiques, dans nos sentiments. Donc, parfois, il y a des gens qui se sentent partie prenante d'un groupe, mais ils ont peur d'exprimer leurs idées, de peur d'être désapprouvés ou que les gens les rejettent complètement par la suite. Puis c'est important de cultiver des espaces où on va prendre le temps pour que les gens se sentent écoutés. Puis quand ils se sentent écoutés, ils peuvent s'exprimer. Puis en se sentant exprimés, ils sentent qu'il y a une place. Puis il y a une place pour leur individualité aussi. Donc ça, c'est un équilibre difficile à trouver, mais ça va être important d'avoir des règles, des pratiques pour essayer d'alimenter la chose. Puis l'autre élément en dessous, le plaisir, qui est le fun, avoir du fun dans les instances. Parfois, les instances sont ennuyantes parce qu'on doit s'occuper de choses ennuyantes, mais d'avoir des moments de plaisir avant, soit pendant ou après l'activité, c'est extrêmement important. Ce qu'on appelle des situations informelles, des moments d'échange. Puis pendant la COVID, la pandémie, le confinement, ça a été difficile en fait pour la démocratie. On avait moins d'espace pour avoir ces différents moments de plaisir. Puis si on n'a pas de plaisir ensemble, peut-être on aura moins de sentiment d'appartenance, de lien, puis on ne va pas se sentir qu'on peut s'épanouir puis être heureux, heureuse dans notre groupe. Donc ça, c'est 4 piliers. Puis je pense que les différentes vertus démocratiques que j'ai énoncées sont liées à ça. Puis le fait de cultiver ces piliers-là, ça va permettre de nourrir aussi les vertus démocratiques, en gros. Puis là, comment on fait concrètement? Là, je vais vous donner la diapositive après parce que ça me prendrait beaucoup de temps puis j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais comme pour créer une belle ambiance, tu sais, avoir le facteur de plaisir, il y a la question de l'informel, comme je l'ai dit, puis avoir, au moment que tu accueilles les gens, aussi d'avoir différents objectifs clairs. Ça, c'est pour sentir que les gens vont avoir du pouvoir. Ici, on va prendre des décisions. Ici, on va s'informer. Ici, on va faire ça. Les gens vont avoir un sentiment qu'il y a du pouvoir. Quand apprendre à se reconnaître, dans une coop d'habitation, peut-être dans un milieu de travail qui est très petit, les gens se connaissent tous, mais des fois, on n'a pas ces événements-là. Puis quand les gens se connaissent peu, on peut faire des activités brise-glace ou comme des jeux ou tout ça. Des fois, ça peut être un peu kitsch, kitten, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais des petites activités ludiques, parfois, ça a un élément de plaisir, mais cet élément-là va être lié à un sentiment d'appartenance qu'on peut construire à la longue. Les tours de table aussi. Donc, parfois, quand on est dans un petit groupe, on peut commencer avant la réunion. Comment ça va? Avec un genre de petit check-in sur comment ça va dans ta vie. Puis parfois, ça peut être très, très long. Puis quand on est un groupe, on est 30, 40, 50 dans une assemblée générale, je ne sais pas. Je ne vous recommande pas de faire ça en grand groupe parce que ça va prendre trop de temps. On n'aura pas le temps de passer les points à l'ordre du jour. Mais parfois, dans les petits groupes, d'avoir ce moment-là, ça va permettre en fait de mieux se sentir puis de dire on n'est pas juste des administrateurs, on est des êtres humains, on a des vies, puis on peut se lier les uns aux autres. Puis on peut mieux un peu calibrer comment les gens se sentent puis disent ah, ça va mal un peu dans ma vie ces temps-ci, ça se peut que je sois un peu amer aujourd'hui. Ah, on le sait que la personne va peut-être être plus
moins à l'écoute et un peu de ça parce qu'elle vit des choses. Donc, il y a comme cet aspect de psychologie ou prise en compte des émotions qu'on n'a pas toujours en démocratie qui est extrêmement important. Après ça, dans les tours de parole, pour faciliter la liberté dans la prise de parole, là, il y a différentes techniques en termes d'alternance des tours de parole hommes-femmes ou être attentif aux gens qui parlent un peu moins pour leur adresser la parole pour la personne qui anime. Prendre des points décisionnels où on prend des points très clairs, mais parfois on peut se donner une période de discussion libre sur un sujet sans qu'il y ait trop de rigueur sur tour de parole 1, 2, 3. Donc, il y a comme vraiment différentes techniques pour permettre d'avoir des réunions qui vont favoriser l'intelligence collective. Puis quand on est beaucoup, ce qui est bon, c'est de diviser en petits groupes, puis les petits groupes vont s'occuper de tâches particulières ou bien réfléchir, puis après ça, on revient en grand groupe. Puis ça va favoriser la liberté du groupe parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise, parfois dans les grandes assemblées, de prendre la parole devant tout le monde. Puis ce n'est pas tout le monde qui va avoir le temps de prendre la parole non plus. Donc, il y a vraiment toutes ces différentes techniques. Puis à la fin, quand on ferme la rencontre, des fois qu'on a commencé par comment ça va, c'est un peu le point de rétroaction à la fin. Comment vous êtes ressenti? Est-ce que ça correspondait aux attentes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer pour la prochaine fois pour que le processus aille mieux, que ce soit plus inclusif ou plus efficace? Puis après ça, indiquer c'est quoi le suivi des points décisionnels, puis c'est quoi qui va être fait par la suite. Puis c'est bien d'avoir un moment comme une activité ludique, un petit repas, un verre, une bière ou autre chose, ça dépend après, pour créer des moments de rencontre. Donc, ça a l'air un peu des évidences, mais c'est toutes ces choses-là ici qui vont favoriser, en fait, l'exercice, le développement, le fait de cultiver des vertus démocratiques, en gros. Donc là, ici, je vous énumère une série de choses et de trucs, puis on va voir après que vous pourrez les reprendre en fonction de ce que vous considérez utile pour votre groupe, en fonction des problèmes démocratiques que vous vivez à différentes échelles. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça? Comment animer une rencontre? Moi, Jonathan, ce ne serait pas une question, mais c'est comme, je trouve un défi parfois d'avoir à la fois le rôle d'animateur et le rôle que tu as dans le conseil, tu sais, d'administrateur. Donc, à la fois, il faut que tu animes la rencontre, mais en même temps, toi, il faut que tu puisses intervenir. Puis, je pense que ça prend de la pratique, mais c'est vrai qu'on a peu la chance, nous, on le fait avec la fédération, mais tu sais, de pouvoir avoir une personne qui anime uniquement la rencontre, ce serait fabuleux. C'est ça, oui. Puis ça, je pense que c'est un exercice que soit qu'on a une personne extérieure qui vient, soit qu'on exerce ce rôle-là à tour de rôle. Puis la personne qui anime, sauf quand il y a des points importants additionnels où elle peut prendre la parole, puis c'est important. Pour la personne qui anime, souvent, ce qui est bien, c'est qu'elle se concentre sur son rôle d'animation et facilitation. Donc, elle va, en quelque sorte, éteindre sa voix comme administrateur temporairement pour permettre la circulation de la parole. Et ce qui est bien, c'est que ce ne soit pas toujours la même personne qui anime. Parfois, il y a des organisateurs qui disent, c'est la présidence qui anime. Puis c'est souvent que des fois, un peu plus de pouvoir, qui prend plus de choix. Dans des organisations plus de gouvernance démocratique, plus horizontale, souvent, on va dire, au début de la rencontre, qui va animer. Puis on essaie de faire ça que ce ne soit pas toujours les mêmes. Parfois, il y en a qui se proposent spontanément ou qui sont très bons pour animer, ça peut être bien. Mais parfois, les gens qui ne vont pas s'être exercés animés, ils n'auront pas développé les compétences, les habitudes et tout. Donc, c'est bien que ça puisse bouger un peu plus. Mais encore là, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de qui est dans l'organisation, ça dépend du type de rencontre qu'on va avoir. En gros. Merci. Parfait. Super. Donc, je vais passer par-dessus ça. Autre point important aussi, puis ça a l'air évident, je vais aller vite, mais c'est les objectifs de la rencontre. Il y a des réunions qui sont faites essentiellement pour transmettre, recueillir de l'information. Puis ça, c'est bien que ce soit clair au début parce que si les gens s'attendent que c'est une rencontre décisionnelle ou qui ont du pouvoir, qui vont pouvoir être là, on va se dire, mais ce n'est pas le but de la rencontre. Donc, on est là pour ça, puis c'est bien en fait, que les gens savent pourquoi ils viennent à une rencontre. Parfois, c'est pour échanger, pour faire le point. Des fois, pour résoudre des problèmes très concrets, particuliers. On va faire une séance de travail, une rencontre pour essayer de résoudre cet enjeu-là. Des fois, c'est pour négocier ou trouver un consensus qui a peut-être un conflit où il y a des parties divergentes. Des fois, c'est pour réguler les tensions ou assurer la cohésion du groupe, ou des fois, il va y avoir des rencontres de formation. Et parfois, dans les rencontres, il y a différentes choses qu'on va faire à la fois. Mais c'est bien de distinguer ce qu'on est en train de faire, puis que des fois, on se prépare des rencontres qui vont servir exclusivement à une chose. Parce que si on ne le fait pas, alors là, les gens sont un peu confus et ils vont avoir des attentes sur ce qui se produit. Ils sont déçus dans leurs attentes, ils sont frustrés, ils sont un peu démobilisés, puis ils ne reviennent pas, ou ça leur tente moins de s'impliquer par la suite. Donc, c'est bien
important de faire ça. La fonction d'animateur, je vais aller vite sur ça, mais justement, on a eu un point sur ça. Le rôle de l'animation va être clé. Il faut que les rencontres soient animées. Évidemment, si on est 3 ou 4, on peut ne pas avoir de personnes qui ont le rôle attitré d'animateur ou d'animatrice. Mais aussitôt qu'on y est plus que 5-6, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui va avoir ce rôle-là. Puis le rôle d'animateur, ce n'est pas juste les tours de parole, il y a ça, mais c'est de faciliter les échanges, de répondre à certaines questions, reformuler, être capable parfois quand il y a des tensions d'atténuer ou de reformuler, de surveiller le temps, d'assurer la circulation de la parole, les gens qui parlent un peu moins, leur donner la chance, et les personnes qui parlent beaucoup trop. Il y a vraiment un travail d'équilibriste qui est là, savoir conclure, puis être capable de faire des comptes rendus, des synthèses de la discussion. Donc ça, c'est un art que moi, je ne maîtrise pas tout à fait, que j'apprends à exercer encore aujourd'hui après maintes et maintes rencontres de travail dans des lieux associatifs, militants, dans des conseils d'administration, mais c'est vraiment un art qui s'acquiert. Il y a des gens qui sont extrêmement bons dans ça, d'autres moins, mais indépendamment qu'on soit bon ou non, c'est bien de développer ça activement, puis les gens puissent jouer ce rôle actif. Ici, je pense Maurice, qui voulait peut-être dire quelque chose. Non. OK, super, parfait. Super. Donc, c'est ça. Autre point rapidement, puis je vais arriver avec les instances démocratiques, puis on va pouvoir faire bientôt notre activité ensemble, les types de groupes aussi. Donc, quand on va animer, il faut prendre en considération que les groupes ont leur propre dynamique. Puis là, j'ai fait ici une forme d'idéal type. Il y a des groupes, des fois, qui sont très muets, sont très silencieux et ils participent peu. Des fois, il y a des groupes qui sont plus agressifs, qui sont plus, OK, ils interviennent beaucoup, mais il y a un ton qui monte, ça chauffe un peu plus. Il y a des gens qui ont beaucoup de leadership. Donc, pour la personne qui doit être là pour animer, faciliter, c'est quand même un peu confrontant. Il y a des groupes qui sont en quelque sorte improductifs. Donc, un groupe qui va être un peu éparpillé, qui va participer, mais qui ne va pas être hyper efficace dans sa prise de décision. Et le but, c'est d'arriver au type de groupe actif. Donc, le groupe actif, ça va être le groupe qui va être dynamique, qui va participer, qui va être capable de prendre différentes décisions. Et pour chaque type de groupe, il y a différentes choses que la personne qui anime peut essayer de faire pour essayer d'améliorer la dynamique. Comme les groupes muets, de choisir certains participants, poser des questions ouvertes, pas juste dire « Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? » Les gens vont dire « oui ». Ça va être tout. Donc, des questions ouvertes, de faire des rencontres préparatoires avant, des groupes agressifs quand il y a des leaders négatifs ou des fortes personnalités, des choses, on dit OK, comment on fait recadrer les enjeux, de dédramatiser les situations, il y a différents trucs. Des groupes improductifs. Donc, ici, je vous nomme ici en vrac, puis je n'aurai pas le temps d'élaborer, dans différentes techniques d'animation pour des groupes différents, où on apprend à saisir. C'est quelque chose qui n'est pas hyper scientifique, mais qu'on peut voir puis expérimenter de façon concrète en fonction des dynamiques de groupe. C'est bon d'être capable de comprendre la psychologie du groupe en groupe. Donc ça peut jouer sur l'implication dans la rencontre, mais ça a un impact sur ce qui va se passer après, puis si les gens vont avoir envie de revenir par la suite. Donc, c'est vraiment des questions à prendre en considération. Est-ce qu'il y a des questions sur mobilisation, animation et autre chose? Pour l'instant. Ça va? Parfait. Donc, maintenant, on va être rendu dans les structures démocratiques, instances intermédiaires et la vie démocratique. Donc, les prises de décision, les choses comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il nous faut des instances intermédiaires? Ce qu'on entend par là, comme j'ai dit, c'est les instances qui ne sont pas le conseil d'administration, qui ne sont pas l'Assemblée générale, qui sont autre chose entre les deux. C'est pour faciliter la participation et la mobilisation des membres, améliorer la circulation de l'information parce qu'on peut se réunir à plusieurs reprises entre l'Assemblée générale annuelle ou entre les rencontres du CA, évidemment. Ça permet de stimuler le sentiment d'appartenance. Ça permet de partager davantage de pouvoir entre les membres. Donc, le pouvoir n'est pas nécessairement concentré dans le conseil d'administration. Certes, le conseil d'administration va avoir un niveau de pouvoir, mais il va y avoir des prises de décision qui vont se faire ailleurs aussi. Ça va permettre aussi de se diviser le travail. Donc, au lieu de tout faire dans une seule rencontre, on se fait juste des assemblées générales constamment, on peut se diviser les tâches puis travailler simultanément sur différents enjeux, puis ça va permettre de gagner du temps aussi. Donc, il y a une certaine agilité qu'on peut trouver pour avoir d'autres instances démocratiques pour des petits comités de travail à gauche et à droite. Donc, ça, c'est les différentes raisons pourquoi c'est utile. Évidemment, si vous avez trop d'organisations, trop de comités de travail, puis là, il y a trop de dispersion, puis il n'y a pas assez de personnes qui s'impliquent dans ces différents comités, ça va être improductif, ça ne va être pas efficace, puis vous êtes mieux de revenir avec moins d'instances, mais qui marchent mieux, en gros.
Mais si vous avez trop peu d'instances, il y a moins d'espace pour participer. Puis ça va être souvent les mêmes qui vont faire partie du CA, puis le CA va prendre toutes les décisions, puis on va dire, mais pourquoi les membres ne participent pas? Mais c'est parce qu'il y a juste le CA, puis il n'y a pas autre espace qui existe pour que les membres s'y impliquent, en gros. Donc, c'est pour essayer de résoudre ce dilemme, en gros. Les types d'instances, il faut voir en fait c'est quoi leur rôle. Il y a des instances qui sont centrées sur l'accomplissement de tâches concrètes. Par exemple, le comité entretien. Bon, c'est ça. Peut-être en comité ménage-entretien, réaliser un projet, étudier une question, s'occuper de quelque chose qui est vraiment limité dans le temps. Comité, je ne sais pas, finance. Souvent, ça va être des comités centrés sur des tâches ou des projets à accomplir, puis ça va être important d'en avoir, puis savoir c'est quoi leur rôle, en fait, pour que ce soit clair. Il y a d'autres types de comités, c'est moins sur des tâches, mais plutôt sur des thèmes. Donc, réfléchir à des enjeux d'inclusion et de diversité. Il peut y avoir un comité environnement. Il peut y avoir un comité qui va s'occuper de la culture, mettons, en gros. Donc, qui permettent en fait de soit faire des projets ou développer des nouvelles idées. Hey, pour la coopérative d'habitation, on a une idée, on voudrait développer une nouvelle approche ou un projet annuel qui pourrait se dérouler sur ci, sur ça. Où il peut amener des recommandations aussi parfois au niveau du conseil d'administration ou d'une grande assemblée des membres. Puis il y a d'autres instances qui ont plus ce rôle de concertation ou de lien, soit entre les membres, soit peut-être entre l'organisation elle-même, puis d'autres types de partenaires où on va s'échanger de l'information. Puis ça va peut-être être dans le cadre des fédérations intercoopératives. Ça va être un peu ce genre d'instance-là. Ça va être vraiment de discuter des besoins vécus dans les coops, partager des préoccupations, trouver des solutions communes, faire circuler l'information, créer un dialogue continuel pour faire vivre la démocratie. Donc, on ne sera pas en train de faire des tâches concrètes, mais on va avoir un espace où on va s'échanger de l'information entre nous. Ça va être ça le rôle. Donc, vous pouvez voir que les instances intermédiaires, il faut que se demande à quoi elle sert dans la vie. C'est quoi son objectif, en gros. Puis si vous ne savez pas à quoi elle sert, je pense que c'est mieux de ne pas la créer du tout, en gros, parce que les gens vont dire, OK, c'est quoi qu'on fait dans cette instance-là, puis ça tourne un peu en rond. Donc, c'est important de prévoir ça va être quoi. Je vais revenir sur ça. Là, je vais vous donner des exemples concrets d'instances intermédiaires, par exemple, tâches spécifiques, comité organisateur d'un événement annuel. Si je ne sais pas, une fête de ruelle ou une fête de quartier organisée ou une fête de votre coopérative d'habitation, je dis ça comme ça, il peut y avoir un comité que ça va être son rôle d'organiser la chose. Évidemment, il va être en contact avec le CA, avec l'Assemblée ou autre chose, mais ça va être le comité qui va avoir ce rôle-là à jouer. Il va y avoir un comité de travail, comité d'entretien, comité d'embauche, sélection pour des nouveaux membres. Donc, il va y avoir un comité sur des tâches très concrètes. Enjeux thématiques, il peut y avoir un comité de gouvernance. Comme là, ce que je fais là aujourd'hui, je vous parle de ça. Est-ce que vous devez réviser vos règlements généraux? Est-ce que vous pensez que votre structure démocratique fonctionne bien dans votre coopérative d'habitation? On devrait peut-être créer d'autres instances ou faire quelque chose. Comité RH, un peu plus dans les entreprises, ressources humaines. Comité équité, diversité, inclusion. Puis ça, des fois, c'est plus favorisé si vous avez une coopérative qui est trop homogène, qui va être plus inclusive, ou s'il y a des personnes de différents milieux, mais qui sont un peu moins impliquées, on va dire, hey, il peut y avoir un comité femmes. Donc, c'est plus réservé aux femmes, comité de personnes, ci ou ça. Et c'est des comités centrés sur des thèmes qui peuvent amener des idées, des projets, des actions, puis ils peuvent amener ça auprès de l'AG, auprès du conseil d'administration aussi. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment, vous pouvez voir qu'ici, c'est différent qu'un comité entretien. Espaces de concertation, comme je l'ai dit, des cercles de locataires, comités de bon voisinage, des plénières, des comités. Donc, il y a plein de comités qui peuvent exister aussi. Donc, ça, c'est des différents exemples. Et là, après ça, en plus, pour ajouter un niveau de complexité, puis là, j'ai bientôt fini ma présentation des différentes instances, il y a une variété de modèles organisationnels. Dans chaque instance, vous pouvez baser sur un modèle, je dirais, traditionnel, basé sur le vote majoritaire, le code de Morin que vous connaissez peut-être, qui vient du milieu associatif, syndical ou ainsi de suite. Puis il y a des codes différents avec des propositions, des amendements, des sous-amendements, présidence d'assemblée, puis on ne peut pas revenir en arrière, il faut traiter du point avant de passer à autre chose. Donc, il y a des codes qui existent comme ça, puis la prédominance du CA. Donc, ça, c'est vraiment le modèle de base. Mais après, il y a des modèles un peu étranges, bizarroïdes, qui viennent de plein de champs différents, comme la sociocratie, basée sur le consentement des siècles, je vais en glisser un mot, la holacratie, que je connais peu, en fait,
qui est une genre de sous-variante de la sociocratie basée sur la gouvernance itérative, une méthode agile. Les entreprises opales, ça vient un peu du secteur privé, mais c'est comment une entreprise peut évoluer puis aller vers une forme d'autogouvernance. L'autogestion, qui était très populaire dans les années 60-70, mais qui existe encore aujourd'hui, basée sur le fait qu'on n'aura pas d'autorité supérieure, on se gouverne nous-mêmes, on se gère et on se gouverne. Donc, il n'y aura pas de CA, ou sinon le CA, ça va être identique avec les membres, en fait. Donc, ça, c'est un autre modèle. Puis, autre approche aussi que j'ai déjà vu apparaître, c'est la duocratie. C'est bizarre un peu, ça vient du mot anglais do it yourself. C'est basé sur pas les gens de consulter tout le monde, mais c'est le pouvoir de ceux qui agissent et qui font des choses. Donc, on va plus dire, prenez-vous en charge, allez, puis le pouvoir, c'est à ceux qui contribuent activement au groupe. Donc, on ne va pas attendre que tout le monde soit écouté, concerné. On va plutôt s'auto-responsabiliser, puis on va essayer d'avancer. Puis si tout le monde est à l'aise avec ça, on avance le plus vite possible pour les gens qui ont plus de temps, qui ont envie d'avancer. Donc, on peut voir que c'est une autre philosophie qui est compatible ou qui peut diverger des autres approches ici. Puis là, sur ça, je ne pourrais pas tout vous montrer les modèles existants. Je vais plus me centrer, je dirais, sur une approche centrée sur la sociocratie parce que ça commence à se diffuser de plus en plus dans les milieux de l'éducation, dans des OBNL, dans des coops, même dans des entreprises privées. Il y en a qui essaient d'appliquer ce modèle-là parce que c'est une forme de gouvernance qui est assez intuitive puis qu'on peut appliquer à différentes échelles. On n'est pas obligé de prendre ça comme un gros bloc. On peut prendre différents outils puis voir comment ça marche dans nos groupes. Estelle, oui. Je ne voulais pas te couper, je trouve ça intéressant que tu l'abordes parce que justement, nous, on a des groupes qu'on accompagne, des groupes qui se forment, des nouveaux groupes en fait, et qui veulent donc justement prendre cette forme-là sociocratique. Et après, nous, on doit les accompagner sur comment former un règlement de régie interne qui respecte la loi sur les coopératives, mais qui en même temps peut se moduler puis répondre plutôt à votre ambition sociocratique. Donc, moi, je suis en plein dedans là-dedans, donc je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, c'est ça, puis de concilier des fois les règlements, parce qu'on doit se conformer, c'est ça, à la loi. Puis après, comment on se donne des règles officielles écrites, puis comment ça fonctionne dans les faits, puis assurer que tout soit bien aligné. Donc, ça, c'est un vrai enjeu. Mais c'est bien. Donc, peut-être ce que je vais dire va être utile ou va être plus introductif, mais je vais vous montrer comment ça marche un peu par la suite. Donc, c'est là qu'on arrive. Là, je suis vraiment dans le tout dernier point de ma rencontre d'aujourd'hui. Là, je vous bombarde d'informations sur comment rendre vos processus démocratiques plus inclusifs et vivants. Puis, il y a des méthodes de prise de décision différentes. Donc, ici, il y a la méthode basée sur le consensus. Ça, ce n'est pas la sociocratie tout à fait, mais c'est vraiment, on veut chercher que tout le monde soit à l'aise le plus possible et soit vraiment d'accord avec la décision. Donc, on cherche la meilleure solution possible pour le groupe et on va chercher à rallier tout le monde, en fait. Donc, ça se rapproche plus d'une unanimité, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, dit oui à la proposition. Ça va impliquer de prendre en considération les préoccupations de tout le monde qui est impliqué par la décision. Puis ça, ce que ça va impliquer en gros, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un enjeu à discuter, on va explorer les différentes possibilités, on va faire des propositions, on va amender et on peut faire des fois des votes indicatifs, mais ça ne soit pas le vote qui tranche. On va dire, OK, qui est à l'aise, qui n'est pas à l'aise, des pour, abstention, des contre, des droits de veto, c'est-à-dire ça, je m'oppose à ça. Et on va continuer à essayer d'améliorer la décision jusqu'à temps que tout le groupe se rallie autour d'une chose. Ça, en fait, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Ça prend un peu plus de temps parce que tout le monde doit s'entendre, puis on doit arriver. Puis il y a des organisations, puis c'est peut-être un peu de même dans vos assemblées générales ou dans vos CA. Il y a des CA qui fonctionnent comme ça d'emblée, basés sur le consensus. Une approche qui est un peu moins exigeante, qui est proche du consensus, mais qui est différente, c'est le consentement. Donc, le consentement, ce n'est pas que tout le monde est absolument d'accord, mais tout le monde est prêt à vivre avec la décision. Donc, on va chercher à enlever des gens qui auraient des oppositions fortes ou de principe en disant « ça, je ne suis vraiment pas à l'aise avec la décision, je suis incapable de vivre avec pour tel argument ». On va refaire le tour, mais on va chercher quand même à dire « OK, je suis en désaccord, mais je me rallie au groupe, puis je comprends, puis il faut avancer quand même ». Donc, c'est une méthode de prise de décision qui va être un peu moins exigeante que le consensus, que tout le monde est d'accord. Là, c'est que personne ne s'oppose à la décision. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais au moins, il n'y a pas personne qui va dire « moi, j'interromps le processus, puis je ne veux pas que ça aille de l'avant. » Puis ça va plutôt, on ne va pas viser la meilleure décision possible, mais celle qui va être, disons,
qui va être suffisamment bonne dans les circonstances. Puis on est prêt à vivre avec, puis essayer cette proposition, quitte à ce qu'on revient en arrière puis qu'on change d'idée par la suite. Donc ça, c'est une méthode. On va présenter la proposition, on va faire un tour de table. Donc, on va dire, OK, pourquoi on est d'accord avec ça? On va proposer clarification. On regarde. Après ça, on peut des fois amener des ajouts, des modifications pour que les gens se sentent à l'aise. Là, on va dire, est-ce qu'il y a des gens qui s'objectent, donc sont en profond désaccord avec la proposition? Donc, ils disent, oui, moi, je suis en désaccord. OK, pourquoi? Explique. S'il y a quelqu'un, on repasse un tour, puis on finit avec une approbation. Ce n'est pas un vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Non, on va de l'avant. Et moi, personnellement, dans beaucoup d'organisations comme à l'École d'innovation sociale, dans toutes les CA où je suis allé, généralement, en fait, c'était souvent ça. C'est rare qu'on ait eu des votes. On passe au vote quand là, il y avait vraiment trop de dissensus, puis il fallait qu'on avance, puis on voyait qu'on ne pourrait pas défaire le nœud, la situation. Là, on allait vers le vote. Mais il y a beaucoup d'organisations qui, d'emblée, intuitivement, prennent ce modèle basé sur le consentement. Donc ça, c'est un autre modèle qui existe. Il y a la méthode du conseil, qui est le fait de prendre, que n'importe qui, dans certains secteurs d'activité, peut prendre une certaine décision à condition de consulter l'avis des personnes concernées. Donc, par exemple, disons que moi, je vais m'occuper d'un projet d'organisation de fête d'un événement. Je peux prendre des décisions au nom du groupe, mais si c'est des décisions, je dois consulter la personne concernée. Donc, je vais aller consulter la personne responsable du budget ou la personne qui va être concernée, mais c'est une méthode qui va être plus décentralisée parce que tu n'es pas obligé que c'est tout le monde qui est ensemble autour de la table et que tout le monde tourne en rond pour décider en même temps. Les individus ont plus d'autonomie, puis ils peuvent aller prendre des décisions, mais il faut qu'ils consultent les personnes sur qui ça va avoir une forme d'impact, en fait. Donc, ça va plus favoriser une responsabilité individuelle de la décision, puis le fait de consulter, mais pas consulter n'importe qui comme les autres, c'est consulter les gens qui vont être directement liés à ça. Donc, il y a toute une façon de procéder pour ça. Annoncer qu'on dit, OK, je m'en vais prendre des décisions comme telle, je consulte la personne, je prends ma décision, puis après ça, je dis au groupe, OK, parfait, j'ai décidé de faire ça. Si vous êtes en désaccord, qu'il y a un problème, on en parle à la prochaine réunion, on en fait autre chose, mais je me porte responsable de ce qui a été fait comme choix. Donc, vous pouvez voir que ça prend quand même des liens de confiance pour faire ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui décide en même temps. Ensuite, il y a les mandats, c'est plutôt comme le conseil, mais on va dire, toi, tu as une autorité limitée sur tel enjeu, aspect, tu t'occupes de telle affaire, puis on te laisse carte blanche sur telle sphère d'activité. Puis après ça, si on va être en désaccord avec toi ou avec tel enjeu, problème, ou ça peut être avec un comité, là, le comité va être redevable devant soit l'Assemblée générale, le CA ou autre chose. Donc, l'idée d'un mandat, ça peut être un mandat décisionnel, c'est-à-dire on va vraiment avoir un pouvoir de décision, ça peut être un mandat consultatif aussi. Puis là, les différents avantages et inconvénients de ces approches-là, puis là, j'ai vraiment fini après ça. Le consensus, ça va permettre une grande adhésion de l'ensemble du groupe. Mais ça peut prendre beaucoup de temps avant d'y arriver. Puis c'est bon dans des décisions qu'on sait que ça peut avoir des impacts à haut risque ou ça va être une grande importance stratégique pour l'organisation. Fait que c'est important que tout le monde s'entende sur ça. Donc, peut-être sur la vision d'une coopérative, ce qu'on se projette dans le temps, c'est bon d'arriver à une forme de consensus sur ça. Parce que s'il y a des divergences profondes sur la vision, là, peut-être que ça se pourrait que ça brise un peu l'harmonie du groupe. Le consentement, ça va plus avoir de efficacité que le consensus. Ça va encourager l'action, mais ça va être plus être sur des décisions où il y a des moins grands risques, en fait, à prendre en compte, comparativement à l'autre. Pour le conseil, comme je vous l'ai dit, le fait de dire « Ah, je vais prendre une décision par moi-même, je vais consulter des personnes directement liées », ça va plus être centré sur l'autonomie, l'intelligence collective, mais il faut que la cohésion du groupe soit forte et qu'il y ait des bons liens de confiance. Ce n'est pas le cas. Les gens ne voudront pas déléguer du pouvoir ou dire pourquoi toi tu t'en vas vers là, puis ça va être un peu plus difficile à mettre en œuvre. Puis le mandat, ça va permettre de dire, mais tel comité, telle personne, on reconnaît votre expertise, on vous donne le pouvoir de faire telle ou telle chose. Puis encore une fois, ça demande un sentiment de confiance dans le groupe et de transparence sur qu'est-ce qui se passe dans le comité. Ça revient vers l'autre groupe. Il peut avoir un lien de ce côté-là. Donc, si vous pouvez voir, là, je vous ai un peu dit beaucoup de choses. Là, j'arrive à la fin de la proposition. Oui, juste une minute dans les exemples d'instance. Je vais revenir sur ça avec le lien avec la démocratie, puis j'ai fini, puis on va faire notre activité en groupe. Dans des exemples d'instance, il y a le cercle.
Donc, l'idée, par exemple, ça ressemble à un petit comité, mais un cercle, ça va être un groupe qui va se réunir sur un pied d'égalité, qui va cultiver des principes d'égalité, d'ouverture, d'écoute, partager des expériences orientées vers des solutions concrètes. Puis la façon dont le cercle va fonctionner, ça va être basé sur le consentement. Donc, il va y avoir une orientation du cercle. Ça peut être le cercle inclusion diversité, par exemple. Puis le cercle, ce qu'il va avoir comme habitude, comme façon de fonctionner, c'est avoir un début, un tour de table, voir comment les gens se sentent. À la fin, on fait un petit check-out, voir comment ça s'est passé. La prise de parole dans le cercle, ce qui est un peu contre-intuitif parfois, ce n'est pas la personne lève la main puis parle, puis ça se fait à bâton rompu. On fait des tours et on va chronométrer les tours de 1 minute, 2 minutes pour s'assurer que la parole circule. Si les gens n'ont rien à dire, vous dites parfait, moi, je n'ai rien à ajouter. On passe à la prochaine personne, mais on doit attendre son tour. Donc, ça, c'est une façon de fonctionner qui est un peu étrange, mais c'est une façon qui permet de faire en sorte que chaque personne, on va prendre le temps de l'écouter. Puis, comme j'ai dit, la règle de non-imposition, qu'on prend une décision, est-ce que j'ai une opposition farouche à ça? Donc, c'est vraiment une méthode de fonctionner. Puis, comment est-ce qu'on organise des cercles? Souvent, ça va être important. Là, on est en ligne, mais d'avoir un positionnement en cercle autour d'une table ou quand on est en carré, on se met dans des chaises ou quand on fait ça dans un grand groupe, d'avoir vraiment une disposition en cercle, littéralement, parce que ça favorise un pied d'égalité. Il ne faut pas qu'il y ait un stage avec des gens qui sont en haut et des gens en bas. Il faut vraiment qu'il y ait une disposition. Donc, ça, c'est une des façons de fonctionner. Ça peut fonctionner pour des conseils d'administration, ça peut fonctionner pour des instances de comités de partenaires, pour des sous-groupes dans votre organisation. Il y a d'autres méthodes participatives que je ne peux pas énumérer ici, mais pour faire fonctionner, c'est plus souvent une activité d'un jour ou d'un avant-midi, d'un après-midi. Puis là, c'est des méthodologies participatives pour dire on fait un world café, on a plein de tables différentes avec des sujets différents, puis on a une personne responsable par table, puis on parle de différents enjeux, puis on revient en grand groupe après. Puis ça peut être pour des activités où on est dans des grands groupes. Ça peut être d'un groupe de 15 personnes à 100 personnes. Puis, il y a d'autres groupes comme des forums ouverts, ça ressemble à ça, mais là, les gens proposent leur propre activité. Puis là, vous pouvez voir que si vous voulez faire une activité de planification stratégique sur une vision du futur de votre coop d'habitation, c'est bon d'utiliser des méthodes comme ça. Pas avoir une assemblée générale avec des points, des propositions rigides sur c'est quoi l'avenir. C'est plutôt d'autres façons de fonctionner pour amener des idées, récolter des idées et aller vers autre chose par la suite. Donc, je vais finir avec ça, puis je vais vous donner ici différentes ressources. Il y a des liens, des sites web que vous pouvez aller voir sur différentes méthodologies pour rendre des rencontres plus dynamiques. Exercice de vision, co-création, il y a beaucoup d'outils existants.